Et tout de suite, notre dernière partie, Caroline, avec notre invité Raphaël Liogier. Raphaël Liogier, sociologue des religions, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui publie un livre pour lequel nous l'avons invité et pour lequel nous allons l'interroger avec vous, Antoine Mercier, et avec Pascal Horry qui nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Ce livre, c'est Ce populisme qui vient aux éditions textuelles et je précise tout de même que Pascal Horry, même si les auditeurs de France Culture le connaissent bien, est un historien qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur la construction du discours fasciste. On pense par exemple à un livre publié en 2003, il y a 10 ans maintenant, du fascisme chez Perrin. Une question de définition, ou même plusieurs questions de définition pour commencer, Raphaël Liogier, si vous le voulez bien, parce que évidemment le populisme est un terme galvaudé. Quand on voit arriver un livre qui s'appelle ce populisme qui vient, on se dit ah non, encore un livre qui va parler du populisme. Mais de quel populisme exactement il s'agit? Et il me semble que tout l'intérêt, en tous les cas le grand intérêt du livre est de proposer une définition assez précise, même si les choses peuvent prêter à discussion. Nous sommes là pour ça. Cette définition est assez précise. Elle est contenue dans les deux premiers exemples que vous donnez, c'est-à-dire d'un côté Henri Guénaud et de l'autre Manuel Valls. En d'autres termes, le populisme, selon vous, déjà, transcende le clivage entre la gauche et la droite. Raphaël Liogier. Oui, une des caractéristiques du populisme, disons une de ses conséquences, c'est de transcender le clivage entre la droite et la gauche. C'est vrai qu'on a tendance à présenter le populisme comme une notion très floue, mais souvent ça sert ceux qui sont eux-mêmes populistes, cette espèce de flou dans la définition. Pour dire, on va dire par exemple, le populisme c'est de la démagogie. Le populisme, ce n'est pas de la démagogie, c'est autre chose. La démagogie c'est une tendance, pour ainsi dire, une pente, pour ainsi dire naturelle, de toutes les démocraties représentatives, c'est-à-dire en gros caresser le maximum d'électeurs potentiels dans le sens du poil pour être élu. Le populiste, c'est différent. Le populiste, il entretient un rapport avec la fiction du peuple, mais du peuple total, pris comme un tout. C'est le mythe du peuple. Voilà, il se présente comme étant directement connecté au tout du peuple, comme une sorte d'entité générale. Et du coup, il peut passer outre les différences entre droite et gauche, puisqu'il défend le peuple. Ça peut être le peuple de la droite, donc la grande tradition conservatrice, un certain nombre de symboles traditionnels, mais ça peut être aussi le peuple de la gauche. Ça peut être le peuple au sens le plus social du terme. Il transcende cette différence, mais pour réussir à transcender cette différence, il ne peut plus s'appuyer sur des programmes spécifiques, pratiques, réels. Il doit s'appuyer non plus sur la logique programmatique, mais sur une émotion. Et moi, toute la question du livre, c'est de savoir comment est-ce que dans une période donnée, dans certaines périodes, cette émotion se diffuse tellement dans l'espace public, se diffuse tellement collectivement que ça laisse la place à ces populistes. Parce que sinon, des populistes, il y en a toujours eu, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire ça a quelque chose de risible, finalement, cette espèce de connexion mystique. Et vous sortez également le populisme ou les populistes des extrémistes ou des extrémismes, Raphaël Liogier. Oui. Vous dites que ce n'est pas nécessairement des contestataires, les populistes. Donc on ne les retrouve pas nécessairement à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Alors, où situeriez-vous le Front National ? Ça va même plus loin, c'est que je crois que le passage des extrêmes, en particulier de l'extrême droite, à une phase populiste, c'est lorsque les extrêmes sortent de la protestation, non plus pour être seulement à la marge, mais pour prendre le pouvoir, pour prendre véritablement le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, on ne peut pas prendre le pouvoir en restant à l'extrême droite. On est obligé de jouer justement sur ce sentiment qui doit devenir central. On verra sans doute avec Pascal Horry, c'est ce qui s'est passé un petit peu à un certain niveau, sur un certain plan dans les années 30, même si aujourd'hui il y a de très grandes différences. Enfin, comparaison n'est pas raison, évidemment. Mais c'est vrai que le Front National aujourd'hui, lorsque Marine Le Pen récemment, prenons dans l'actualité, dit « Je ne suis pas d'extrême droite, ce mot est devenu péjoratif, etc. » Moi, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que, en tout cas, elle n'est plus seulement d'extrême droite. Elle est d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle reste elle garde cette espèce de tradition, cette tradition réactionnaire, nationaliste qui était celle déjà de son père. Mais elle passe à un discours progressiste pour jouer sur ce sentiment de défense générale du peuple. On l'a très bien vu. Mais ça veut dire que vous faites rejoindre à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans un discours qui se ressemblerait. Alors c'est plus compliqué parce que effectivement Jean-Luc Mélenchon est différent.
Il est différent, c'est difficilement... Ce qu'il dit n'est pas la même chose. Voilà, Par exemple, il n'y a pas le rejet ce n'est pas du tout la même chose. Des étrangers. Mais néanmoins, les électeurs finissent par s'y tromper. Et ce qui compte finalement, ce sont les électeurs. C'est-à-dire, c'est ce qui est en train de se passer. Regardez, à Marseille, une candidate du Front National aujourd'hui devient une candidate qui était candidate au Front de gauche devient candidate du Front National aux élections communales à la mairie. C'est quand même alors oui, on va me dire c'est singulier, oui, c'est un cas particulier, oui. Mais c'est avec des cas particuliers qu'on finit par construire ce nouveau noyau populiste. Mais quand même, Raphaël Liogier, comment vous pouvez expliquer à des politiques que ce que ressentent les gens, le peuple, la communauté, malgré tout, la majorité des gens, on va dire, n'est pas à prendre en compte, n'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer pour faire de la politique? Alors moi je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Je dis que, il faut commencer à faire une analyse de ce sentiment. Plutôt que de le nourrir et de s'en nourrir pour faire des voix, il faut commencer à essayer de faire une analyse au sens clinique du terme. Et c'est à ça que sert le livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à un tel sentiment, je veux dire, qui est très différent de celui des années 30. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une sorte de sentiment de défense culturelle généralisée. Qu'est-ce qui se passe dans notre espace public pour qu'une notion, en réalité assez précise juridiquement, très précise juridiquement, qui est la notion de laïcité, qui suppose séparation des églises et de l'État d'un côté et neutralité de l'autre, devienne soit, moi, ce que j'appelle patrimonialisé, c'est-à-dire fasse d'un seul coup partie du patrimoine culturel à défendre au même titre que Clovis ou la virginité de Jeanne d'Arc. Alors que ça n'a rien à voir, on est dans une sorte de paquet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, mon hypothèse, c'est que nous sommes passés d'une crise qui était une crise économique et sociale qui existait déjà dans les années 80 à la sortie des 30 Glorieuses. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que dans les années 2000, nous sommes passés à une crise symbolique. Et une crise symbolique, c'est plus profond qu'une crise économique et sociale. Il faut qu'il y ait la crise économique et sociale, mais c'est un autre palier qui doit être franchi. Oui, alors comment on répond à une crise symbolique précisément, ce n'est en usant de symboles aussi? Une crise symbolique, c'est une crise du récit collectif. C'est-à-dire, individuellement, on a besoin de se raconter pour dire qu'on existe. Une crise identitaire, pour le dire autrement? Alors, comme c'est un mot qui est aussi galvaudé, j'hésite à parler d'identité, mais si on entend identité, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est angoissé par le fait de ne pas être identique à ce qu'on a été, oui, c'est une crise d'identité qui est très forte. Ouais. Comment y répondre? En reconstruisant un récit positif et pas en se nourrissant négativement. Pascal Horry. Oui, on m'a tendu à plusieurs reprises une perche à propos des années 30. Le point commun que je vois entre la définition de Raphaël Liogier de ce terme difficile à manier, qui est populisme, parce qu'avec ce isme, il fait penser que c'est une idéologie très structurée, alors que ce qui est intéressant, c'est sa tendance à être liquide, à être un peu mou et attrape tout. La ressemblance que je vois, effectivement, c'est qu'il y a eu une crise aussi symbolique dans les années 30 et qui avait quelque chose qui s'appelait le fascisme, qui faisait converger des éléments de droite et de gauche. Le fascisme ne vient ni de la droite ni de la gauche, il y a toute une polémique sur les origines du fascisme, il vient de la guerre, bon, pour simplifier. Et il réussit à parier, y compris des personnes, mais surtout des idées, qui viennent en particulier des formes extrémisées de la droite et de la gauche. C'est ça le génie, presque involontaire, du fascisme. Donc, dans une période où, la différence que je verrais, ces grandes références se sont quand même mollement effondrées, où on a quand même globalement une sorte de méfiance à l'égard des constructions idéologiques trop solides, dans une période où, en Occident du moins, parce que là, de quelle région parlons-nous? L'individualisme triomphe et le zapping intellectuel triomphe. Alors il est évident que le populisme liquide peut servir, mais d'un autre côté, que répondre en dehors de ce volontarisme? Parce que dire que on parler au nom du peuple dans un système qui, depuis 2 siècles, est fondé sur la souveraineté populaire, c'est assez cohérent. Et se méfier des élites, je signale que c'est une vieille tradition d'une bonne partie de la société politique française. Il y a 2 points. Il y a 2 points dans vos remarques. La première, c'est le populisme n'est pas une idéologie structurée, n'est pas structuré, et c'est ce qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il est malléable, et c'est pour ça que je disais, il répond à un sentiment, et donc dissout toutes les logiques programmatiques au profit de ce sentiment, à l'intérieur duquel on peut tout mettre, c'est-à-dire des valeurs de droite comme des valeurs de gauche, tant que on est dans la logique de défendre quelque chose. Alors, il est vrai que dans les années 30, cette défense, elle s'était focalisée de façon beaucoup plus solide sur des idéologies quand même racialistes. Et au nom
de la logique de la race, même de la purification raciale. On l'avait aussi en France. On avait aussi des racialistes en France. On pouvait réunir des thèmes de droite et des thèmes de gauche. Rappelons-nous que le parti nazi, c'était le parti, alors qui vient de la droite, lui, Hitler vient de la droite, mais il a quand même fondé un parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le mot complet. Aujourd'hui, c'est différent, vous avez raison, deuxième partie de votre raisonnement. Nous ne sommes plus dans un rapport à des idéologies solides, mais nous sommes dans ce que j'appelle l'opiniologie. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle le populisme liquide. C'est un populisme qui circule opiniologiquement à partir de constructions multiples et variées qui peuvent s'effectuer et se dissoudre en temps réel, et seul reste le sentiment de défense, avec cette idée nouvelle, qui est plus la race, qui est l'idée de culture, à l'intérieur de laquelle on peut, qui est adaptée à la société de consommation opiniologique où on change en permanence. Je donne juste un exemple. Pendant le mariage pour tous, moi j'ai observé justement l'évolution pendant les débats ou non-débats, lorsqu'il y a eu cette manif pour tous, qui en fait était populiste, puisque on représente le pays réel, le tous, cette espèce de quotidien. Bon. Pendant cette période, on a vu une multitude de combinaisons opiniologiques qui se sont faites et défaites en temps réel, très rapidement. On a dit c'est le lobby homosexuel. Là, c'est un complot du lobby homosexuel. C'est banal. Bon. Mais on a vu ensuite, c'est un complot sioniste, Dieudonné. Mais ça s'est diffusé ensuite dans l'espace public. Pas le rapport. Et on a vu aussi, encore plus beau, c'est un complot du capitalisme néolibéral. Pourquoi ? Parce que la gestation pour autrui, GPA, la fameuse GPA, créerait de nouveaux marchés. Et on a eu ça, se défaisant et se refaisant. Mais en définitive, le populisme liquide, et c'est ça qui est très dangereux, c'est ça que je veux essayer de montrer, il crée de faux antagonismes entre sionistes, anti-sionistes, anti-musulmans, pro, ce que vous voulez, etc. Ça se fait, ça se défait en temps réel, mais il reste une seule chose, l'idée qu'on a à défendre cette culture prise comme un tout. Et en défendant cette culture prise comme un tout, on finit par justifier la corrosion de l'état de droit. Et c'est pour moi ça l'essentiel. Oui, effectivement. On comprend très bien ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant. Simplement, je pose la question de savoir, le populisme, finalement, est-ce que c'est vraiment le problème ? Est-ce que ce n'est pas l'opiniologisme, comme vous dites ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la racine, à la base, qui fait que sur ce terrain où nous sommes arrivés, eh bien, se greffe le populisme ? Mais... Je ne crois pas. Je vous dis très clairement, je ne crois pas. Une société qui est une société opiniologique par excellence, c'est la société américaine. C'est une société où on voit bien qu'on est dans la démonstration, pendant les campagnes électorales, par exemple, on est vraiment dans la politique du signe, comme disait Baudrillard, dans l'opiniologie, on suit l'opinion. Et donc là-bas, ça se passe pas pareil. Ça se passe pas pareil, parce que là-bas, les États-Unis, très clairement, il n'y a pas dans cette société une crise du récit national. C'est-à-dire, il peut y avoir des ennemis. Par exemple, les musulmans, il y a une peur des musulmans, mais ça se focalise dans certains lobbies, des lobbies néo-fondamentalistes, dans certaines classes politiques. Et les Tea Party, par exemple. Exactement, Tea Party, c'est clairement défini. En Europe, à mon sens, nous sommes en train de traverser une crise symbolique extrêmement profonde qui fait que ce populisme, il est présent partout. Par exemple, vous l'avez à l'UMP, au sein de la droite forte et de la droite populaire. Vous l'avez au Parti socialiste avec la gauche populaire. Je vous rappelle que les deux types d'ennemis de la gauche populaire, de ce mouvement qui est la gauche populaire, sont les mêmes que ceux que désigne Marine Le Pen, qui sont les mêmes que ceux de la droite forte. Qui sont-ils ? 1. Les hordes ethno-culturelles, minorités ethno-culturelles, qui nous envahiraient. Et 2. Les bobos, c'est-à-dire les multiculturalistes héritiers de mai 68, sont les deux ennemis fondamentaux qui se seraient donné la main. C'est caractéristique de cette espèce de défense générale aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ça aux États-Unis ? Pascal Horry. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des traces de crise, mais il faudrait en parler. Ah non, mais il y a une crise forte. Oui. Il y a des crises fortes. Mais je ne crois pas qu'il y ait une crise de la narration américaine à l'échelle où nous la connaissons aujourd'hui en Europe. Ça peut venir, mais je ne crois pas que ce soit le cas. On peut peut-être revenir sur un point que connaît bien Raphaël Liogier, qui est celui de l'islamophobie, parce que dans ce livre d'entretien, à un moment, il y revient d'ailleurs à plusieurs reprises, il dit bien que le juif d'aujourd'hui, c'est le musulman. Alors,
Pourquoi est-ce que on en arrive là? Alors je dis pas exactement ça. Je dis ça, oui, mais pas exactement ça. Dans l'autre sens, vous dites le musulman, c'est le juif d'aujourd'hui. Voilà. Ça revient à peu près au c'est même. pas exactement ça non plus. C'est pas exactement ça non plus. C'est justement. On va savoir ce que c'est. Je tiens à cette logique culturelle. Je dis dans les années 30 et puis ensuite même, on l'a vu là avec l'affaire Dreyfus et puis c'était le juif en tant que race. Et donc on pouvait critiquer, par exemple, le judaïsme en tant que culture, voire en tant que religion, en disant c'est la religion et la culture du juif. On trouve même chez Proust cette idée d'un certain nombre de caractéristiques culturelles qui découleraient de la race juive. On le trouve un peu partout. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est à travers la culture qu'on peut se permettre éventuellement d'être raciste, puisqu'il n'est plus politiquement correct d'être raciste. Ça veut dire que, on va dire, moi, je n'en veux pas aux musulmans en tant que personne, c'est l'islam en tant que cette culture horrifique. Et bon, on pourra dire, c'est pas un hasard s'ils sont des Arabes, des Noirs, etc. Mais ça sera dans un second temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pourquoi est-ce que le musulman est pratique ? Il est pratique pour 2 raisons essentielles. C'est qu'il permet de réunir dans son idéal type, dans son image, à la fois l'image du sarrasin ennemi multiséculaire de l'Europe chrétienne, donc il permet d'attirer contre le musulman les conservateurs, réactionnaires, vieux nationalistes qui veulent défendre Jeanne d'Arc, Clovis et autres. Et puis d'un autre côté, c'est aussi l'image de l'antimodernité. Le musulman ne serait pas féministe, le musulman ne serait pas, ce serait contre l'homosexualité, contre ceci, contre cela. D'où l'évolution du discours de Marine Le Pen qui veut réunir les deux en luttant contre l'islamisation. Elle veut expliquer à la fois, elle défend les valeurs traditionnelles, et à la fois, elle défend les valeurs de progrès et de modernité. Mais au niveau du sentiment. C'est pour ça que le musulman devient l'idéal type. On comprend bien les points communs que vous faites ressortir de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche, Raphaël Liogier. Cela dit, quels sont du coup les traits encore plus communs aux populistes et du coup au populisme que vous feriez ressortir? Vous en détachez 6 dans votre livre, mais j'aimerais vous opposer les 3 points que développait Jacques Rancière dans Qu'est-ce qu'un peuple, un livre qui est apparu à la Fabrique l'année dernière. Pour lui, il y avait 3 caractéristiques, il y a toujours 3 caractéristiques majeures du populisme. Il y a d'abord l'appel direct au peuple, là-dessus vous êtes d'accord manifestement. Il y a la dénonciation des élites corrompues, on va peut-être y venir sur le culte du réel que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure. Et puis il y a le rejet des étrangers avec cette défense de l'identité nationale, ce qui exclurait donc encore une fois l'extrême gauche. Donc quelles seraient pour vous ces caractéristiques communes, ce plus petit dénominateur commun à tous les populistes que vous avez soulevés lorsque vous dites que ça exclurait l'extrême gauche, oui, ça exclut une grande partie de l'extrême gauche. Néanmoins, à certains moments, alors dans une certaine extrême gauche ou d'une gauche qui se représente comme extrême, je pense au parti de gauche, il y a pu y avoir cette espèce de glissement vers le souverainisme. Je cite un article de Jean-Luc Mélenchon dans la Revue de Défense Nationale, où il explique assez clairement, alors il est anti-américain, effectivement, anti-néolibéralisme, enfin classique de l'extrême gauche, mais donc anti-impérialiste, mais contre l'impérialisme américain, mais pour la restitution de la place centrale de la France. Donc pour un souverainisme, pour remplacer un impérialisme par un autre, avec la nostalgie implicite de l'impérialisme français. Et ça, c'est quand même caractéristique du populisme. C'est pour ça que je nuancerai. Ouais. Mais pour moi, l'essentiel du populisme, c'est-à-dire le fait de faire appel à la fiction du peuple, c'est finalement quelque chose qui a existé à toutes les époques, mais ça n'a pas forcément été pris au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ça marche ? Et là, j'en viens à répondre à votre question, parce qu'il y a une atmosphère propice à ça. Et cette atmosphère propice à ça, c'est le sentiment, on en parlait tout à l'heure lors de votre question aux informations, c'est le sentiment d'encerclement. Le sentiment d'être encerclé, c'est ce que j'appelle la mise en scène paranoïde, qui existe qui peut exister à l'échelle d'une collectivité. Où, d'un côté, on a le sentiment d'être dévoré, mais de façon impersonnelle, et on le voit dans tous les sondages, même s'il faut se méfier des sondages, ils sont quand même
concomitant dans l'ensemble de l'Europe de sentiments de déclin généralisé, d'effondrement, d'être agressé par la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait. On peut vouloir différents types de mondialisation. Mais en fait, on est dans une société mondialisée. Et tous les sondages nous montrent que c'est entre 60 et 90% des Français, et des Européens aussi, veulent se défendre contre la mondialisation. Hein. Et à côté de ça, donc il y aurait une part de nationalisme. Oui, mais c'est trop impersonnel. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est quelque chose, les forces du capitalisme. C'est trop impersonnel. Montebourg, il n'est pas. Donc, il en perd son stylo. Antoine, merci. Donc il faut. Je dis ça parce qu'on l'entend ce matin sur personnaliser. Donc il faut personnaliser. D'où les traîtres. On sait, il y a des traîtres, on sait pourquoi. D'où les boucs émissaires, comme les musulmans. Pour parler de Montebourg, la différence qu'il y a, à mon avis, aussi une autre différence, c'est pour ça que je parle de populisme liquide, entre les années 30 et aujourd'hui, c'est liquide aussi parce que dans les années 30, il y avait des partis spécifiquement populistes. On savait où ils étaient. Le parti fasciste, on savait ce que c'était. Le parti nazi, on savait ce que c'était. Il y avait idéologie racialiste solidifiée, puis des partis eux-mêmes qui étaient relativement solides, fondés sur ce sentiment. Aujourd'hui, c'est différent. On a une sorte de liquéfaction de ce sentiment à travers une multitude de partis, que ce soit au PS, à gauche ou à droite. Ce qui fait que on peut pas. Il y a des leaders qui sont complètement populistes, mais la plupart des leaders deviennent à certains moments partiellement populistes. Et je prends l'exemple même de François Hollande. François Hollande, lorsqu'il dit... Tout le monde est populiste, alors, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est c'est pas que tout le monde est populiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette liquidité, elle l'humidifie, elle corrode en quelque sorte le système de l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a tout le monde n'est pas forcément populiste, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'abstraire de discours partiellement populistes si on veut rester au pouvoir. En comparaison avec les années 30, le populisme liquide, j'espère qu'il ne se termine pas de la même façon que le populisme solide. Non, il se termine pas du tout il se termine pas de la même manière parce que les idéologies solides permettent de mettre en place des programmes solides et horribles tels qu'on les a connus. Aujourd'hui, cette liquidité, elle a quand même un point commun avec les années 30, qui n'est pas le fait de mettre en place des programmes politiques. C'est peut-être plus grave encore, non, finalement. Mais non, je pense quand même que c'est moins grave, mais en tout cas c'est plus invisible parce que c'est une corrosion de l'état de droit. Par exemple, on va interpréter la laïcité comme un instrument de neutralisation des différences culturelles, alors qu'à l'origine, c'est pour les protéger. Et puis, ça va être un petit peu comme ça. Si on pousse la logique à terme, quand même, ça nous amène à une société qui n'est pas forcément c'est un peu le cri d'alarme que j'essaye de pousser, c'est qu'on met en cause l'état de droit. On met en cause très clairement l'état de droit au nom de cette logique de défense culturelle, parce qu'on serait envahi, ce serait la guerre, comme disait Pascal Horry. Et donc, comme c'est la guerre, on peut se permettre de faire une justice un peu rapide. Regardez le rapport qu'avait rendu François Bayrou en 2003, à mon avis, c'est le début du problème, au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Il était écrit noir sur blanc qu'à un moment donné, la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme. C'est une absurdité historique et une absurdité logique, puisque la laïcité est le produit direct des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que ça voulait dire psychanalytiquement ? Ça voulait dire, nous sommes dans un péril majeur. Il faut laisser tomber partiellement, en tout cas, les droits de l'homme pour pouvoir neutraliser ce danger. Ça, ça me semble être grave et ça me semble être... il faudrait en discuter. Pascal Horry. En même temps, à vous lire et à vous écouter en ce moment, on se dit que c'est quand même mal barré. Parce que ceux qui vont se dresser pour dire « mais après tout, les élites ne sont pas si mauvaises que ça, il faut faire preuve de volontarisme », à mon avis, ils sont extrêmement minoritaires. Très minoritaire, oui. Raphaël Liogier. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que une autre des caractéristiques d'une période réellement populiste, telle qu'on est en train de la connaître, où il y a vraiment une crise du récit collectif, c'est-à-dire que les Européens, les Français en particulier, ont du mal à se raconter positivement, c'est que les discours anti-populistes ne passent pas. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les faire passer autrement, parce qu'on vous dit, pour revenir à ce que vous disiez, on vous dit, mais c'est contre le réel. Ça, c'est une vieille rengaine, cette histoire du réel. L'ennemi fondamental, un des ennemis fondamentaux du populiste, c'est le sociologue. Pourquoi ? Parce que le sociologue... Voilà, vous faites de Alain Finkielkraut un populiste. Il sera notre invité lundi pour son livre L'identité malheureuse, donc dans lequel il constate une crise identitaire, mais bon, on lui posera la question, s'il se sent lui-même populiste. Je ne sais pas s'il se sent populiste. Ça dépend, parce que aujourd'hui... En tout cas, Raphaël Liogier se sent sociologue. Moi, je me sens sociologue parce que, vous avez vu, le sociologue, il oppose la notion de société
avec toutes ces catégories sociales, ces différences, ces distinctions, ces rapports de force, ces intérêts, à la notion du peuple total. Donc ça énerve forcément le populisme. En même temps, le sociologue va voir le réel. Donc si vous dites que les populistes font le culte du réel, ils devraient écouter les sociologues. Oui, mais ils ont un culte du réel qui correspond à justement cette espèce d'intuition populaire qui va de soi et qui est incritiquable. Prends l'exemple de l'euro. Marine Le Pen, elle nous dit il y a une plus forte inflation depuis l'euro. Tous les indicateurs nous montrent que l'inflation, il y a de l'inflation certes, mais qu'il y avait déjà de l'inflation avec le franc et que cette inflation, elle a suivi son cours. La preuve, si vous regardez le taux de change avec la pound, la livre sterling, qui n'est pas passé à l'euro, on a à peu près le même rapport. C'est la preuve. Ou avec le dollar. La perception est réelle. Mais elle nous dit, de toute façon, vous avez tort. Vous avez tort, exactement. Non, mais... De toute façon, vous avez tort. La liquidité progresse. Mais voilà, vous avez tort de toute façon, parce que la ménagère, lorsqu'elle va faire ses courses, elle le sent. Moi aussi, je le sens. Vous voyez, c'est ça, cette idée de sentiment, du réel, qui est supposé être ce sentiment, qui réunit tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment un problème, cette espèce de réel. Pascal Horry. Est-ce que la clé, c'est paradoxal de la part d'un culturaliste, c'est-à-dire moi, ce serait quand même pas qu'on sorte de la crise économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la crise économique n'alimente plus les frustrations, l'impression d'être menacé, il est possible qu'à ce moment-là, on entende d'autres discours que le populisme. C'est tout à fait possible, mais quelle différence y a-t-il entre une crise symbolique et une crise économique? Pour qu'il y ait une crise symbolique, il faut d'abord qu'il y ait une crise économique. Ce serait un peu comme un individu qui, dans son quartier, est quelqu'un de reconnu parce qu'il est toujours bien habillé, il est relativement riche, et donc c'est quelqu'un d'important. Puis à un moment donné, il est en crise économique, mais il arrive à maintenir les apparences, c'est-à-dire qu'on continue à le regarder comme quelqu'un d'important. Hein. Mais à un autre moment, la crise économique est tellement forte qu'il finit même par perdre le pouvoir matériel de repasser ses pantalons et d'être vu comme il voudrait qu'on le voit. Et donc progressivement, il perd même le regard, ce qu'il veut raconter sur lui, ce qu'il veut dire qu'il est. Il n'est plus vu comme ça. Et lui-même ne se voit plus comme ça. Et ça finit par poser un problème. Il a besoin de trouver, là, à ce moment-là, des boucs émissaires. Je crois qu'en Europe, on en est là. Donc si, effectivement, reconstruire un récit collectif d'une partie du monde qui a été le centre de gravité de l'humanité, c'est quand même pas rien. Reconstruire un récit collectif, ça supposerait aussi de reconstruire une économie stable qui existe dans la dynamique mondiale. Comment on va reconstruire, puisque le populisme liquide, c'est aussi le résultat d'une société liquide. Vous parlez de la modernité à la fin, on vous dit comment définissez-vous la modernité? Vous dites ce qui est nouveau, c'est que la subjectivité individuelle devient sacrée. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Vous savez, modernité, ça veut dire quoi? Modernité, ça veut dire que dans un même espace social, politique et juridique, différents modes d'existence peuvent s'exprimer parce qu'elles sont protégées. Ces modes d'existence sont protégés par le droit, elles sont respectées. C'est ce qui engendre les droits de l'homme, etc. Donc, c'est la subjectivité qui devient sacrée dans la mesure où elle ne met pas en péril la subjectivité de l'autre. Le populisme, c'est un renversement de cette subjectivité qui devient la subjectivité du peuple tout ensemble, c'est-à-dire ce fameux sens commun du réel, qui se retourne contre la subjectivité individuelle, contre les individus. Alors, moi, ça me paraît être fondamental. Je reviens pour terminer, si vous le voulez bien, Raphaël Yogier, aux premières questions que nous vous posions quant à la gauche et à la droite. Est-ce que constater l'émergence d'un populisme que vous avez défini, ça ne passe nécessairement par faire abstraction du clivage gauche-droite? C'est un point qui est peut-être le point le plus gênant, me semble-t-il, dans votre livre. C'est effectivement de dire, finalement, le populisme gomme la différence gauche-droite, à tel point que vous avez commencé à le dire au début. Oui, Marine Le Pen qui dit qu'elle n'est pas d'extrême droite, vous dites oui, je suis assez d'accord avec elle. Un certain nombre de vos collègues ne seraient pas d'accord avec vous, d'ailleurs, sur ce point-là. Même si vous avez corrigé vous-même vos propos en disant, elle n'est pas seulement d'extrême droite. Voilà. Exactement, c'est ça. Elle ne peut pas être que d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus. Alors là, c'est là où justement je ne suis pas d'accord avec Rancière. Pour lui, le populisme est forcément protestateur. Pour moi, c'est exactement le contraire. C'est lorsque l'extrême droite ne veut plus rester dans une position protestataire et prendre le pouvoir. Donc elle doit jouer sur ce sentiment. Et pour se trouver au centre, elle a besoin d'être progressiste. Et pour moi, c'est ça le problème. Moi, je voudrais qu'on retourne à des vrais antagonismes, à des vraies oppositions, droite, gauche, programmatiques, voire même idéologiques. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça le problème pour moi. Tout ça sans... France Culture, la grande table. À 13h24, c'est l'heure de retrouver les idées au quotidien de Raphaël Bourgois. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. On ne quitte pas le sujet d'une certaine façon. Non, pas du tout, parce qu'on va se demander sur quel terreau prospère
le populisme. Raphaël Liogier analyse dans son essai l'émergence du ni droite ni gauche, le sentiment d'une corruption généralisée, le rejet des élites au nom du réel dont elles seraient déconnectées. Tout cela progresse dans un monde devenu liquide, le mot a été beaucoup prononcé, un mot qu'on doit au sociologue Zygmunt Bauman, un monde qui serait devenu, qui aurait vu disparaître les certitudes, la matérialité, les concepts clairs et distincts qui caractérisaient le vieux monde moderne. Bref, il n'y a plus de cadre et les premiers à en souffrir sur le plan politique en Europe, ce sont les partis dits de gouvernement. Pour comprendre cette mécanique d'affaiblissement des partis qui ont structuré la vie politique des années 45 à 70 au profit de ce qu'on appelle les petits partis, on peut lire l'article du politologue Pierre Martin dans le numéro d'automne de la revue Commentaire. Il commence par une analyse statistique sur 15 pays, des résultats électoraux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne rentrera pas dans les détails des chiffres, mais le constat est sans appel, celui d'une relative symétrie dans le déclin de la social-démocratie et de la droite modérée. En France, le Parti socialiste a perdu 10 points sur la totalité des suffrages exprimés par rapport à son apogée dans les années 80. Pour l'UMP, la perte est encore plus sèche. Elle se monte à 14,9 points par rapport au parti de droite des années 60. Alors la vie politique reste malgré tout structurée par ces partis de pouvoir, mais depuis les années 70, ils perdent progressivement en importance sous le coup conjugué de la volatilité électorale et de l'abstention. Deux phénomènes qui font mécaniquement monter les partis de contestation. Les élections de Brignoles en sont l'exemple puisque le FN y gagne moins de voix qu'il ne profite d'une abstention record de près de 68%. Mais si on en croit Pierre Martin, ces partis de contestation ont historiquement eu du mal à fixer leur électorat. C'est peut-être ça qui change aujourd'hui. La fragmentation et l'instabilité croissante profitent de plus en plus exclusivement au parti de Marine Le Pen. Alors comment expliquer ce déclin des partis de gouvernement ? On peut déterminer deux causes. La hausse des demandes, la baisse de l'offre. Les gouvernements font face aujourd'hui à une demande de transparence, de liberté et de participation qui rendent difficile la gestion des affaires au quotidien. Mais le facteur explicatif majeur est d'ordre économique, c'est l'incapacité à relever la croissance, car c'est sur la croissance que repose l'État social défendu par la gauche comme par la droite modérée. Si on ajoute à cela la mutation sociale comme la baisse de la pratique religieuse, la diminution du nombre d'agriculteurs ou le déclin du monde ouvrier, on a le portrait de partis de gouvernement qui n'ont plus grand-chose à offrir. Ils voient fondre leur clientèle habituelle comme neige au soleil, mais continuent de s'y accrocher pendant que les nouveaux partis se font les porte-parole des nouvelles couches sociales. Le déclin des partis de gouvernement est acté, les causes analysées. Maintenant, que peut-on faire si on estime que ces partis sont indispensables à la stabilité des démocraties représentatives ? Les réponses apportées par la revue Commentaire surprennent, car elles rejoignent des constats déjà évoqués à ce micro, celui de la revue Esprit sur la fin des partis politiques et de la revue Mouvement sur la transition. Il faut aller vers une société qui dépende moins de la croissance économique. On voit bien que tout est liquide, les politiques et la société. Raphaël Liogier, une réaction ? Je crois que tout a été dit, c'est parfait, c'est ça, c'est exactement ça. Et juste une petite chose à ajouter. Finalement, la logique de défense culturelle qui est portée par ces petits partis que vous avez évoqués, qui sont partout en Europe. Je vous rappelle, en Suisse, récemment, des élections ont donné une forte majorité à un de ces petits partis qui sont un peu partout en Europe et qui portent des noms étranges. Ça va être Parti du Progrès en Norvège, Parti de la démocratie du centre en Suisse, Parti de la liberté en Autriche, qui sont tous des partis quasiment nationaux socialistes. Ou 5 étoiles en Italie. Voilà, exactement. Et juste une petite chose, c'est que cette logique-là, aujourd'hui, les grands partis, et à mon sens, ils ont tort de fonctionner de cette manière, tentent de la récupérer. C'est-à-dire qu'ils tentent de s'inspirer du succès de ces petits partis pour garder leur voix. Mais comme le dit très bien Marine Le Pen dans ce sens-là, on préfère toujours l'original à la copie. Donc ils devraient se focaliser sur des vrais programmes plutôt. Merci beaucoup Raphaël Liogier. Ce populisme qui vient est un livre publié aux éditions Textuelles et qui donne du grain à moudre, à discuter et à réfléchir. Merci à vous Pascal Horry. On peut lire en ce moment même le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France sous votre direction, paru chez Bouquin et Robert Laffont. On se retrouve demain, Antoine Mercier, si vous le voulez bien. Absolument. À la réalisation, c'était Somanina. À la technique aujourd'hui, c'était Alexandre Dang.